l'ordre du jour ce soir, pourquoi la France continue-t-elle à faire la guerre hors de ses frontières ? Vous l'avez entendu dans le journal, le président Macron a inauguré cet après-midi à Paris un monument en hommage aux 549 soldats français morts en opération extérieure depuis 1963. Qu'elles aient eu lieu au Tchad, au Liban, en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, en Syrie ou au Sahel, ces opérations montrent la volonté de la France de se trouver seule ou accompagnée dans des actions militaires éloignées. Comment justifier cette projection loin de ses frontières ? Pourquoi, malgré la volonté de Paris, si peu de pays européens complètent-ils le dispositif militaire français à l'étranger ? Nous le verrons en compagnie de 4 invités. Le général Bruno Clément-Bollet, c'est l'ancien directeur de la coopération de sécurité et de défense au Quai d'Orsay. Il a été également le commandant de la mission Licorne en Côte d'Ivoire. Grégory Dao est avec nous également. Il est maître de conférence à Paris 1. Il a fait sa thèse sur la coopération civilo-militaire en France et il continue à travailler sur ces sujets depuis sa thèse. Gérard Prunier est avec nous. Il est historien spécialiste de la Corne de l'Afrique et du monde arabe. Et Daphné Benoît est correspondant défense de l'AFP. Elle a suivi la ministre Florence Parly dans sa tournée auprès justement des soldats de l'opération Barkhane, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Tchad. C'est aujourd'hui que nos soldats sont engagés. Et que ce monument aux morts en opération extérieure, il va malheureusement s'enrichir des noms des soldats qui continueront de mourir pour leur pays et de mourir au combat. Et je pense que c'est cela sa force et sa singularité. C'est que contrairement aux autres grands monuments nationaux, le dernier d'entre eux étant celui du Quai Branly pour les combats d'Afrique du Nord et d'Algérie, ce monument-là a vocation, année après année, à s'enrichir des noms de nos soldats qui, jour après jour, continuellement combattent pour leur pays. Je pense que c'est aussi le message qui est adressé aux Français. Vos soldats continuent à combattre pour vous tous les jours. Cela vous oblige et cela doit vous poser et vous faire vous poser la question des raisons pour lesquelles votre pays continue à se battre, à défendre ses valeurs. Il s'agissait du général François Lecointre, chef d'état-major des armées, sur BFM ce matin, face à Jean-Jacques Bourdin, qui disait donc que c'était un des rares monuments morts qui allait voir les noms s'inscrire au fur et à mesure des disparitions de soldats pendant des opérations extérieures de la France. Daphné Benoît, bonsoir. Vous êtes correspondant défense de l'AFP, vous avez suivi à ce titre des opérations extérieures de la France, accompagnant la ministre, en particulier Florence Parly, et très récemment l'opération Barkhane. Quand vous écoutez le discours du gouvernement, ce qui est votre métier de journaliste, en même temps que vous faites bien d'autres choses en allant interroger les soldats sur place, que dit-il, ce gouvernement, sur cette justification des opérations extérieures de la France aujourd'hui, alors même qu'on inaugure justement ce monument aux soldats morts en opération extérieure ? La France, elle est finalement dans son rôle quand elle tient ce discours, puisque elle a un rang à tenir. En tout cas, c'est le discours du gouvernement, avec un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, avec une armée expéditionnaire qui est capable de se projeter. Et finalement, en fait, projeter ses armées hors de son territoire national, c'est aussi un attribut de puissance. Et puis, il y a des alliés qui comptent sur nous, des pays partenaires. C'est le cas du Mali, dans lequel nous sommes intervenus en 2013 avec l'opération Serval. Et dans la continuité, donc, c'est Barkhane aujourd'hui qui a pris le relais pour à la fois combattre les groupes terroristes et faire en sorte que les armées nationales au Sahel puissent un jour assumer leur sécurité. Il y a aussi l'opération Chamal qui est en cours. Là, nous sommes dans un cadre de coalition. Et là, disons que la justification est extrêmement claire. C'est au Proche-Orient, Irak et donc Syrie. Absolument. Et c'est de là qu'ont été fomentés les attentats de Paris en novembre 2015. Et là, l'objectif est d'éradiquer le groupe État islamique. Donc là, en fait, le continuum entre sécurité sur le territoire et sécurité à l'extérieur des frontières est tout à fait logique. Général Bruno Clément-Bollet, vous êtes au téléphone avec nous depuis l'Afrique où vous vous trouvez. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de la coopération de sécurité et de défense au Quai d'Orsay, mais vous avez également commandé la force interarmée de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. C'était en 2007 et 2008. Et vous êtes intervenu justement récemment sur la présence française, en particulier
l'opération Barkhane dont on vient de parler. J'ai sous les yeux un gros livre qui vient tout juste de paraître, qui s'appelle Des vies pour la France, OPEX, une histoire des opérations extérieures depuis 1963. Quand on ne s'est pas intéressé ou penché de près comme moi sur cette question depuis longtemps, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines et des dizaines d'opérations extérieures de la France depuis 1963. Vous en avez vécu, j'imagine, vous-même, Bruno Clément-Bollet. Oui, j'ai fait beaucoup de ces opérations que vous avez citées tout à l'heure, plus d'une dizaine dans tous les théâtres dont vous avez parlé, notamment dans les Balkans et puis en Afrique, au Tchad, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, voilà, un peu partout. Que vous disait-on en tant que militaire, que vous disait votre autorité, c'est-à-dire le gouvernement de l'époque, sur la nécessité de pratiquer ces interventions, et que vous disiez-vous, vous-même, en tant que militaire, vis-à-vis de ces interventions? Alors, écoutez, moi, j'ai jamais eu d'état d'âme sur ces affaires-là. D'abord parce que j'ai choisi le métier militaire, et que le ministère de la Défense, donc les armées, c'est le bras armé, c'est le cas de le dire, de la France pour défendre ses intérêts. J'ai jamais remis en cause quoi que ce soit sur la défense, sur la vision que la France avait de la défense de ses intérêts. Vous savez, ils sont très clairs. Hein. La France, elle entend défendre trois types d'intérêts. Oui. Oui, pardon. Les intérêts vitaux, vous savez, c'est les ressortissants, c'est nos propres ressortissants, c'est nos frontières, voilà. Ensuite, c'est les intérêts stratégiques. Les intérêts stratégiques, c'est par exemple la protection des flux énergétiques, donc ce qui justifie des envois de détachement un peu partout parfois. Et puis les intérêts de puissance, c'est le siège de permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la solidarité que nous avons avec nos alliés, puisque nous avons signé des alliances, Union européenne, OTAN, ONU. Et puis c'est le principe de la défense des valeurs auxquelles la France croit, hein, les principes universels, droits de l'homme, voilà. Et moi, je n'aurais jamais remis en cause tout ça, et j'ai toujours très bien compris nos interventions, en tout cas celles que je faisais. Alors après, si la question que vous me posez, c'est de savoir pourquoi est-ce que j'ai écrit cette tribune qui semble-t-il fait pas mal de bruit, c'est tout simplement pour essayer de faire réfléchir sur la stratégie que nous avons, que nous suivons actuellement au Sahel. Vous posez dans cette tribune la question de où va-t-on au Sahel, et vous vous demandez justement si l'engagement français tel qu'il est en place depuis quelques années désormais avec Barkhane en particulier, n'est pas un engagement un peu hasardeux, étant donné que les populations en particulier deviennent de plus en plus réticentes à la présence des soldats étrangers sur le territoire malien, par exemple, mais sur les autres territoires. Et vous vous demandez s'il ne faut pas agir en deuxième rideau pour ne pas avoir à quitter la zone rapidement, ce que vous semblez craindre, en l'occurrence, Bruno Clément-Bollet. Oui, là, j'allais vous dire, c'est chat échaudé craint l'eau. Moi, j'ai vécu une situation un peu pareille il y a une quinzaine d'années en Côte d'Ivoire, et il a fallu véritablement monter une stratégie pour que notre présence soit comprise et acceptée des populations au sein desquelles on travaillait. En l'occurrence, au Sahel, ce que je remets en cause, c'est la stratégie du tout militaire et l'empilement des forces sans, à mon sens, se rendre compte, j'y vais souvent, au Sahel, j'y serai d'ailleurs la semaine prochaine, sans se rendre compte que c'est la stratégie à suivre, elle doit être beaucoup plus globale. On voit très bien les limites de l'engagement militaire. La stratégie, elle doit être politique, elle doit être sociale, elle doit être économique. C'est un cocktail subtil qu'il faut savoir mettre en place et qui nous permettent de mieux conduire, enfin d'avoir une perspective en tout cas de pouvoir sortir. Et puis la deuxième chose que je dis, c'est que, et ça je l'ai toujours vécu dans toutes les opérations auxquelles j'ai participé, c'est que quand on est en première ligne, il faut faire extrêmement attention parce qu'on n'est pas chez nous, on est toujours mal perçu, et plus le temps passe et moins on est bien perçu. C'est exactement ce qui se passe au Sahel aujourd'hui, où les troupes françaises qui étaient quand même acclamées en 2013 sont parfois conspuées aujourd'hui. Il y a même des colonnes françaises qui se font caillasser quand elles sortent de leur cantonnement. Je pense que ça devrait nous faire réfléchir. Et ce dont j'ai peur, c'est que si ça continue comme ça, et quand je vois les effroyables bilans qui s'additionnent, j'ai peur que nous soyons un jour obligés de partir, non pas sur pression sécuritaire, et je ne remets pas du tout en cause la façon de travailler de Barkhane, qui est absolument extraordinaire, mais qui est un exploit opérationnel et logistique quotidien.
J'ai peur que la perception de leur présence par les populations soit devenue telle que l'idée même de leur présence soit devenue insupportable pour les populations et qu'on parte par pression populaire. Gérard Prunier, bonsoir, vous êtes historien, spécialiste de la Corne de l'Afrique et aussi du monde arabe. Et quand on vous pose cette question, quand on pose la question que nous posons, pourquoi la France continue-t-elle à faire la guerre hors de ses frontières, vous voulez, en bon professeur que vous êtes, redéfinir la question et vous dites que ça n'est pas exactement la question qu'il faudrait poser. Quelle est la question qu'il aurait fallu poser selon vous, Gérard Prunier ? C'est beaucoup plus global. Quel est le rapport du nord de la planète avec le sud ? Et le sud commence dans les Balkans. Il y a une sorte de manière où on demande soit à l'humanitaire, soit aux militaires de faire ce que les politiques n'arrivent pas à faire. C'est-à-dire sur le plan diplomatique ou sur le plan des rapports d'État à État, on n'y arrive pas. Alors à ce moment-là, on dit, on peut toujours, s'il y a des gens vraiment très embêtants, soit on s'occupe des morts et des blessés, ça c'est l'humanitaire. Oui, ça c'est ce qui s'est passé à la fin de la situation au Rwanda. Soit on y va plus vite et puis on tire dessus dans l'espoir que les méchants s'en iront et que ça ira mieux après. Et je comprends parfaitement l'attitude du général. C'est est-ce que je suis en train de faire mon métier ou est-ce qu'on me demande de faire le métier de quelqu'un d'autre ? Et évidemment, si on est un ingénieur hydraulicien, on n'est pas automatiquement très bon en électricité. Et à ce moment-là, de vous demander quelque chose qui n'est pas votre métier, vous aurez beaucoup de mal à le faire. Et vous semblez dire, en l'occurrence, Gérard Prunier, que quand la France s'engage sur ces terrains extérieurs, soit à l'appel d'une coalition, soit à l'appel de l'ONU, soit seule, parce qu'elle considère que c'est normal que de le faire, eh bien, vous dites, au bout du compte, c'est parce que aussi peu d'autres nations européennes, ou peut-être même mondiales, ont l'occasion ou le font d'une certaine façon. C'est-à-dire que les Américains le font de moins en moins, semblez-vous dire, et d'autres nations ne le font pas du tout. Les Américains l'ont fait beaucoup trop. C'est évident que l'intervention de 2003 a été une catastrophe et qui continue, dont les effets continuent encore aujourd'hui. C'est pourquoi il n'y a pas de spécificité française. Simplement, la France a une demi-spécificité sur ses anciennes colonies. Mais certainement, quand on était en Yougoslavie, ça n'avait rien à voir avec ça. Et on se retrouve dans une situation de bouche-trou. Et d'ailleurs... j'avais des amis américains récemment qui me disaient « Vous avez encore une armée où on ne pose pas la question de mourir dans une guerre étrangère. C'est devenu de plus en plus rare. Vous ne pouvez pas demander ça à l'armée allemande ou à l'armée espagnole. » Vous voulez dire qu'effectivement, il n'y a pas de mouvement de foule en France pour protester contre ces opérations extérieures. Et donc, il n'y a pas d'opinion publique qui dirait il faut arrêter d'aller faire tuer les soldats français hors de France. C'est ce que vous voulez dire. Donc, nous bouchons les trous. Oui, et sur ce point, justement, vous avez travaillé, Grégory Daho, pour votre thèse de sciences politiques sur, en particulier, l'ex-Yougoslavie, mais vous continuez aujourd'hui, dans vos propres travaux, à travailler sur des engagements comme au Mali. Qu'est-ce que vous pouvez dire, justement, de ces motivations qui sont justifiées par les gouvernements de continuer à aller faire la guerre en dehors ? Alors, peut-être une petite précaution d'usage au préalable avant de rebondir sur ce qui a été dit. La première remarque, c'est que les justifications a posteriori d'une intervention ne ressemblent pas aux raisons initiales. C'est-à-dire vous cherchez les raisons d'intervenir dans l'opération Serval le 11 janvier 2013 ne sont pas les mêmes que celles qu'on pourrait mobiliser a posteriori. Je rejoins ce qui a été dit sur la problématique du maintien du rang. Oui, on a l'impression que la France traîne un boulet qui est celui de sa place au Conseil de sécurité de l'ONU, de sa puissance nucléaire et de sa politique de grandeur qu'elle envisage comme un reflet de sa propre histoire, messianique notamment. Le deuxième point, c'est que depuis la fin de la guerre froide, on est dans un monde de sécurité dans lequel on nous explique qu'il y a une interpénétration entre les menaces extérieures classiques et les risques intérieurs. Et donc, ce qu'on justifie, comment expliquer aux Français moyens les raisons d'une présence au Sahel ou au Moyen-Orient, on le justifie pour des raisons de sécurité intérieure. C'est-à-dire que on intervient au Mali sans pouvoir justifier d'une quelconque tentative d'attentat sur le sol national, mais en ayant crainte que pour des raisons d'immigration notamment, le salafisme au Sahel ou le djihadisme plutôt puisse remonter jusqu'à nous. Donc c'est une guerre préventive qu'on peut juger efficace au plan opérationnel, mais j'insiste sur le fait que ce lien fait entre menaces extérieures et risques intérieurs est relativement nouveau à l'échelle des sociétés humaines, c'est-à-dire 20 à 25 ans. Et ça change la donne.
Et qu'est-ce que vous en pensez, général Bruno Clément Bollet, de cette analyse qui vient d'être dressée à la fois par Gérard Prunier et par Grégory Daos, justement, sur les raisons que l'on se donne pour partir à l'étranger et continuer, ou dans des missions de paix parfois, mais à faire la guerre? Je suis à moitié d'accord, enfin, globalement d'accord, Allez-y. mais j'ai quand même quelques observations à faire. Un engagement, j'ai eu le sentiment en entendant Gérard Prunier que la France était intervenue dans les Balkans de son propre chef, etc. On se rappelle quand même qu'on a eu un très très gros engagement dans les Balkans, puisqu'on avait plus de 10 000 soldats engagés Mhm. dans les Balkans entre 93 et 96. Et que c'était au titre des Nations Unies, c'était au titre de la défense globale qu'on entendait, à laquelle on entendait participer. Là, c'est pas du tout un engagement autonome, un petit peu comme celui de Barkhane, qui est quand même très très différent. Il y a une autre chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est quand vous avez remis en question le pourquoi la France continue-t-elle à faire la guerre. Est-ce qu'on peut poser la question autrement? Mhm. Il y a une autre façon de la poser, c'est de dire: la France peut-elle continuer à faire la guerre hors de ses frontières? Mhm. Parce que ça souligne quand même une spécificité de notre pays, qui est qu'aucun autre pays européen aujourd'hui n'a les capacités de faire ça. La France a choisi d'avoir une stratégie autonome, hein, et qui lui permet de pouvoir avoir un outil de sécurité de défense qui peut se projeter un petit peu partout sur la planète et mener son propre On est combat. soutenu parfois par d'autres. On est soutenu parfois par d'autres pays européens. Aujourd'hui, La Grande-Bretagne, par exemple. Aujourd'hui, on l'est hélas de plus en plus, pas seulement par la Grande-Bretagne, parce que vous savez que pour avoir ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, il vous faut 5 capacités. La première, c'est de savoir. Il faut savoir ce qui se passe. La deuxième, c'est de planifier, de commander. Ça demande des moyens de commandement extrêmement sophistiqués. La troisième, c'est de dissuader. Bon, on connaît l'outil de cette dissuasion français. La quatrième, c'est de projeter. C'est projeter des forces, avoir la capacité de projeter en bateau, pas par les airs, par les mers, par la mer, voilà. Et la cinquième, c'est d'avoir un outil capable d'intervenir. Aujourd'hui, hélas, on a quand même des gros problèmes en termes de projection qui font que nous sommes un peu... Vous voulez dire qu'on n'a pas les moyens, par exemple, pour transporter nos soldats ou nos armes à l'autre bout du monde? C'est ce que non, on est obligé aujourd'hui de faire appel à des alliés. Et donc, à partir du moment où vous perdez un petit peu d'autonomie, vous créez une obligation vis-à-vis de ceux qui vous aident. Daphné Benoît, sur ce point en particulier, vous avez noté cela en suivant la ministre, justement, cette difficulté à se projeter aussi loin que le Sahel, ou est-ce que ça n'était pas évident dans votre mission en tant que journaliste derrière la ministre, embedded comme on dit? Non, écoutez, on a bénéficié de moyens propres, mais bon, quand la ministre vient, généralement... On s'arrange pour que les équipages soient français. Mais effectivement, on a au Sahel de l'aide des Espagnols, des Allemands, pour effectuer du transport intra-théâtre. Et puis, pour ce qui est de la participation des Européens à la mission Barkhane, on a un petit peu de renfort européen, mais c'est assez léger. Enfin, on a les Estoniens qui nous donnent un coup de main. Bref, tout ça reste un petit peu assez microscopique. Mais là, pour le coup, Florence Parly a lancé l'idée d'agréger des forces spéciales européennes pour aider Barkhane à former les troupes maliennes au combat, c'est-à-dire vraiment les accompagner au combat. Oui, c'est-à-dire elle espère, la France, que d'autres pays européens contribueront à la lutte armée contre les djihadistes avec des forces spéciales à partir de 2020. Oui. Mais c'est un espoir. Pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait l'assurance que cela se passera. Godfather, Total 6-1, good evening. Checking in with Cougar 1-1, frag +27. Godfather, Total 6-1, good evening. Et plein droite. Droite complète. Je vais essayer de répondre. Je fais 5-6. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat consacré à cette question: pourquoi la France continue-t-elle à faire la guerre hors de ses frontières? On vient d'entendre des enregistrements faits par l'armée française pour populariser son action lors de l'action du mouvement Chamal, donc cette intervention française au Proche-Orient. Nous sommes avec Grégory Daho, et maître de conférence à Paris 1, avec Gérard Prunier, historien spécialiste de la Corne de l'Afrique, avec Daphné Benoît, correspondante de défense de l'AFP, et avec le général Bruno Clément Bollet qui est avec nous au téléphone depuis l'Afrique. Gérard Prunier, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une dimension post-coloniale, vous qui êtes spécialiste de l'Afrique, dans ces interventions-là? Vous avez dit tout à l'heure, la France a la particularité d'intervenir sur ses anciennes colonies. Est-ce qu'il y a une dimension de cet ordre-là, justement? Oui, c'est pas, disons, quelque chose on imagine mal l'armée française intervenir au Sud-Soudan dans les années 1980-90, alors qu'il y a eu 30 ans de guerre civile qui a aligné largement 1,5 million de morts. On ne peut pas... Et alors là, justement, sur le plan intérieur français, autant l'opinion publique française accepte qu'on envoie des troupes au Mali, on se demanderait vraiment si tout d'un coup on décidait de les faire intervenir. Au Nigeria, par exemple. Oui, contre Boko Haram. Ou alors, il faudrait prendre un angle postcolonial franco-français, c'est-à-dire intervenir par le Cameroun. Et là, on dit on va défendre le nord du Cameroun contre les incursions de Boko Haram. Mais ça, c'est vraiment... C'est d'ailleurs quelque chose qui ne s'explicite même pas. Oui, c'est dans l'imaginaire français. Je m'excuse à propos du général, vis-à-vis du général, je suis tout à fait conscient que la Yougoslavie était un cas tout à fait autre, mais dans les interventions africaines, c'est en gros un chemin postcolonial. Grégory Daho, est-ce que vous avez noté cela en travaillant en tant que maître de conférence à Paris 1 sur ces questions des opérations extérieures de la France, et en particulier des coopérations civilo-militaires en France, puisque c'était le thème de votre thèse? Alors oui et non, je suis désolé, je vous donne une réponse de chercheur. Oui, incontestablement, pour intervenir avec un préavis aussi faible, il vaut mieux avoir des forces prépositionnées, des accords de défense, une connaissance de la zone et maîtriser la langue locale, c'est toujours mieux. Mais je ne suis pas convaincu que la grille de lecture post-coloniale soit la plus efficace pour expliquer ce renouvellement des formes de l'interventionnisme, pour tout un tas de raisons. En entretien, la plupart des officiers que j'ai en face de moi, qui sont des professionnels de l'intervention en Afrique, troupes de marine et légionnaires, ont parfaitement conscience du risque politique de l'accusation de France-Afrique, par exemple. Leur argument consiste plutôt à dire « nous sommes les seuls en capacité de le faire. Si nous ne le faisons pas, qu'adviendra-t-il » Donc il y a toujours une forme de dépendance au sentier par rapport aux relations politiques passées, mais je suis convaincu que dans la classe politique, y compris les professionnels des interventions, au niveau militaire, il y a cette volonté de se détacher de ce boulet colonial. Je suis pas sûr qu'en ajoutant un préfixe post ou néo à une situation ancienne, on gagne en intelligibilité par rapport à la situation actuelle. Il n'y a plus de colonisation ni d'empire au sens strict du terme aujourd'hui. Bruno Clément Bollet. Oui, je voudrais juste réagir sur cette affaire de boulet colonial. En fait, on s'aperçoit qu'effectivement, la France était très présente militairement dans ses anciennes colonies et qu'elle y intervient beaucoup. Mais il y a une des raisons, me semble-t-il, qui est majeure, c'est que c'est dans ces pays-là qu'il y a le plus de ressortissants français. Dans un pays comme le Sénégal, vous avez 30 000 Français. En Côte d'Ivoire, même chose. Et bien souvent, quand il se passe des événements sociaux dramatiques et plus des crises, la première mission que la France se donne, c'est d'aller protéger, enfin elle intervient dans ces pays-là, pour aller protéger les ressortissants qui sont ce qu'elle appelle ses intérêts vitaux. Et qu'est-ce que vous pensez? Oui, allez-y, je vous laisse continuer. Et c'est pour ça qu'on ne la verra pas au Soudan, parce qu'il y a très peu d'intérêt pour nous à y intervenir. Qu'est-ce que vous pensez, Gérard Prunier? Marc-Antoine Pérouse de Monclos a récemment dans Hérodote écrit un article justement qui se posait les questions des fondamentaux des interventions françaises, par exemple au Sahel. Il dit on surdétermine l'importance de l'islam dans ces questions-là, comme étant le moteur justement de ceux qui provoquent l'arrivée des Français. On a une vision très militaire et pas assez politique de cette affaire-là, et il dit ensuite on assimile la lutte contre le terrorisme à la lutte contre la pauvreté et l'immigration illégale, ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et donc il plaide pour des solutions d'abord politiques avant que de se projeter en tant que solution militaire. Qu'est-ce que vous pensez, Gérard Prunier, de cette possibilité-là? Oui, mais la manière dont l'intervention au Mali s'est produite,
c'était littéralement parce qu'on avait l'impression que les Touaregs allaient dégringoler sur Bamako. Et on s'est dit, bon, on n'a pas trop le choix, sinon on se fabrique une sorte d'Afghanistan sur notre pas de porte. Ce qui n'était pas vrai ? Oui, ils seraient arrivés jusqu'à Bamako, mais qu'est-ce qu'ils y auraient fait? Parce que là, ils se seraient trouvés totalement comme un poisson sur un tas de ferraille. Je connaissais pas l'expression. Mais culturellement, c'est eux qui se seraient trouvés complètement à l'envers. C'est-à-dire, bon, les populations noires du Mali ont récupéré un morceau du territoire touareg. Là, ça aurait été un débordement totalement contraire à la base anthropologique. Je vous propose d'écouter l'intervention du président Hollande, c'était le 11 janvier 2013, sur cette intervention au Mali. Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. Il en va donc aujourd'hui de l'existence même de cet État ami, le Mali, de la sécurité de sa population et celle également de nos ressortissants. Ils sont 6 000 là-bas. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. En conséquence, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. J'informerai régulièrement les Français sur son déroulement. C'est donc le successeur, en l'occurrence de François Hollande, qui doit informer maintenant les Français de cette opération, puisqu'elle a bientôt 7 ans, puisqu'elle date de janvier 2013. Qu'est-ce qu'il faut penser justement de ce temps nécessaire, Grégory Daot et puis ensuite Daphné Benoît? Alors tout d'abord, on note que dans son intervention du 11 janvier 2013 au soir, il n'est à aucun moment question d'une guerre, mais de soutien à un régime ami, contrairement aux déclarations du 16 novembre 2015 suite aux attaques du Bataclan, qui commencent par la France est en guerre. L'enlisement est une problématique assez récurrente de la plupart des interventions. Les interventions présentées comme un succès, à part le Kosovo, j'en connais pas beaucoup. On est effectivement avec la FINUL au Liban depuis combien 25 ou 30 ans. FINUL qui s'appelle intérimaire. Le I de FINUL, c'est quand même intérimaire. La force intérimaire des Nations Unies au Liban, effectivement. Donc la question qui revient souvent dans la bouche des stratèges, c'est on sait gagner une guerre au plan tactique. La prise de Bagdad, c'est quelques semaines. La prise de Kaboul, c'est quelques semaines. En revanche, au plan politique, s'implanter, se faire accepter, assurer une transition vers la démocratie, bref, le state building, ça, c'est un échec dans quasiment 100% des cas. Y compris pour les Américains au Proche-Orient. Sur ce point, Daphné Benoît, le temps nécessaire, vous étiez avec la ministre il y a peu de temps, donc avec l'opération Barkhane, du côté justement du Mali, du Tchad et du Burkina Faso. Alors, les militaires ne cessent de répéter, s'agissant de cette opération dans la bande sahélo-saharienne, qu'il faut voir ça sur du temps long. Donc ça, c'est un concept cher aux militaires, mais qui veut bien dire que la solution ne se trouvera pas du jour au lendemain, bien évidemment. Mais l'objectif est toujours le même que celui dont parlait François Hollande. En réalité, c'est d'éviter un trou noir sécuritaire dans cette sous-région. Le problème qui se pose maintenant, c'est, et il le répète à l'envi justement au cabinet de Madame Parly, c'est qu'il n'y a pas d'issue militaire à une impasse politique. Or, on voit bien qu'au Mali, il est très difficile pour la France, en tout cas pour les autorités militaires présentes sur place, de faire infléchir le président Ibeka sur Boubacar Keïta. Pardon, oui. Sur le fait d'essayer de mettre l'accent sur le développement, le redéploiement de forces maliennes sur l'ensemble du territoire et en particulier dans le centre et dans le nord, sur l'éducation, le retour des services, etc. Et ça, en fait, les militaires sont très, très
très conscients et effectivement sont face un peu à une impasse. C'est-à-dire qu'eux ne peuvent pas se charger de ça, comme vous l'avez dit, Monsieur Prigné. Ce n'est pas leur travail. Néanmoins, il y a une forme d'impasse politique, au Mali d'ailleurs comme au Burkina, puisque le Burkina, c'est assez compliqué aussi. Le gouvernement est un peu dans en tout cas d'après les mots des Français, une forme de déni sur la situation gravissime dans le pays. Mais en même temps, la France ne peut pas intervenir à outrance sur les questions politiques d'intérieur. Général Bruno Clément Bollet. Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur Barkhane, dont vous êtes en train de parler. Moi j'observe qu'il y a un quiproquo permanent, et ça nous a toujours gênés dans cette opération, entre nous-mêmes, enfin, notre force, et les pays dans lesquels on intervient. Barkhane, je vous rappelle, c'est une force qui travaille sur le Sahel, sur 5 pays. C'est le G5 Sahel, on appelle cela. Alors G5 Sahel, le G5 c'est la force, enfin, c'est les 5 pays qui se sont groupés. Mais enfin, on pourrait très bien imaginer que le territoire de Barkhane, dans lequel doit travailler Barkhane, pourrait mordre sur les frontières nord du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, etc., qui sont déjà touchés. Hein. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que Barkhane, elle agit en force autonome, une force franco-française, bon, avec quelques alliés, comme vous l'avez souligné, c'est plus pour afficher un drapeau européen qui a du mal à se matérialiser en termes. Oui. Mais en tout cas, elle fait sa guerre d'éradication contre le terrorisme. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement le même objectif de chacun des 5 pays. Si je prends le Mali, je crois qu'il est beaucoup plus obsédé par la recherche de son unité, de sa propre unité, de son unité territoriale, de son unité, l'unité de son peuple. Et du coup, ça crée, les objectifs ne sont pas les mêmes, et ça crée en permanence des quiproquos, et plus le temps passe, et plus ces quiproquos se grossissent. Et donc on retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure, la peur, moi, que j'ai de voir qu'il y ait une pression, qu'on soit de moins en moins compris. Et je ne veux pas dire pour ça que Barkhane travaille mal, pas du tout. Barkhane travaille très bien, et elle fait le maximum de ce qu'elle peut faire avec le peu de soldats qu'elle a. Hein. C'est 4500 soldats sur un territoire vaste comme l'Europe. Mais c'est tout de même une grande partie des soldats qui sont projetés à l'extérieur ces temps-ci, parce que je crois que nous avons 7000 soldats hors de nos frontières, dont 4500 pour cette opération Barkhane. Et d'ailleurs, Gérard Prunier, la semaine dernière, c'était le 6 novembre, à Bamako, eh bien, il y avait des drapeaux, il y avait des banderoles, Barkhane, MINUSMA, aussi la mission des Nations Unies au Mali, dégage. Donc il y a aussi cette idée qui est crainte par le général Bruno Clément Bollet, bien qu'au bout d'un certain temps, on soit obligé de dégager, alors qu'on n'était pas là théoriquement pour rester aussi longtemps, avec peut-être autant de critiques vis-à-vis de notre intervention. Il faut toujours trouver un responsable. Et quand une situation devient invivable, le responsable le plus visible est celui qui est choisi. Parce qu'on accueille les gens à bras ouverts, après on leur dit fichez le camp, et tout ça au nom de la même chose. Mais le problème est beaucoup plus vaste, et c'est pourquoi l'armée ne pourra jamais régler ça. Et d'ailleurs, c'est totalement injuste de le lui demander. On revient à une situation qui était celle de l'Algérie en 1960. On ne règle pas un problème politique à coup de fusil. Et même si on veut gagner le cœur et les esprits, comme on voulait le faire dans ces guerres coloniales, par exemple, c'est pas très attirant. C'est le problème de la décolonisation, parce qu'il y a eu un gel avec l'article 4B de la charte de l'OUA en 1963. On garde les frontières issues de la colonisation. Pourquoi ? Parce qu'elles sont là. Et effectivement, le Mali est un pays qui est absurde. Je veux dire, il est formé de 2 morceaux, pas du tout faits pour être ensemble. Et il est loin d'être le seul. On l'a vu justement avec la sécession tant de l'Érythrée que du Sud-Soudan. On n'a pas du tout assumé la carte de la décolonisation. Grégory Dao, qu'est-ce que vous pensez justement de toutes ces questions et de ces cris qui, malgré ce que dit Florence Parly, à savoir, eh bien, nous allons rester, nous gagnons, nous sommes en train de gagner, on ne s'enlise pas avec Barkhane, tout de même tous ces cris qui demandent peut-être le départ de la France de ces régions. Alors la ministre est évidemment dans son rôle. Je tiens aussi à nuancer l'accueil à bras ouverts des soldats français pendant la conquête du Nord. Ça dépend des villes où on se rend. Il y en a certaines qui ne sont pas accessibles. Je tiens à préciser que la France n'a rien inventé au Sahel.
Cette tendance à délier les objectifs d'un côté reconstruction, démocratie, pacification et de l'autre contre-insurrection ou antiterrorisme, ça existe déjà en Irak. C'est la division qu'il y a entre Enduring Freedom, qui est une opération sous leadership américain, à base essentielle de forces spéciales déjà, regroupées à l'époque, et une opération de présence. Il faut faire les places de marché à Bamako et ailleurs. Là, ça nécessite des troupes africaines locales. Ce qui peut expliquer le maintien de la présence de Barkhane, c'est que c'est une zone de contrôle très importante, qui va de l'ouest à l'est, qui vous permet d'avoir un regard sur la Libye, pourquoi pas un regard sur la Somalie. Et je pense qu'en termes de conditions... Je suis l'Algérien. Notamment, et je pense qu'en termes de conditions opérationnelles, les soldats français font, entre guillemets, la guerre dans cette zone. Il y a un tir libre, il y a de l'antiterrorisme dans certaines zones, il y a de l'antiterrorisme. Donc il y a un véritable retour de l'action, et l'Afrique est une terre de promotion pour les officiers français. Passer par l'Afrique, c'est aussi la finalité de leur carrière. J'ai pas dit que la finalité de leur carrière, c'était de tirer sur n'importe qui. J'ai dit qu'on avait enfin une situation d'action beaucoup moins corsetée que pouvait être le maintien de la paix, par exemple. Général Bruno Clément-Bollet, vous qui êtes passé d'ailleurs par l'Afrique, est-ce que vous pensez aussi que ce type de guerre que l'on fait à l'extérieur de nos frontières, eh bien, forme des militaires, les apprend à certaines techniques qu'ils ne pourraient pas utiliser ou qu'ils ne pourraient pas apprendre simplement en restant dans les casernes en France et en faisant de l'apprentissage sur notre propre territoire? Non, moi je pense que les interventions, enfin le militaire qui est en intervention, il met en application, en pratique, ce qu'il apprend au titre de son instruction et de son entraînement. Il s'entraîne pour intervenir, pour quand Mais ce qu'il apprend sur le terrain est différent aussi, j'imagine. Alors, vous dire après que sur le terrain, non seulement on peut restituer ce qu'on sait faire, mais qu'en plus on apprend, oui, ça je peux vous le dire, et pas seulement d'ailleurs sur les interventions. Je peux vous dire que j'étais casque bleu pendant 4 ans quand même dans les Balkans. Ensuite, j'ai été garde nomade dans une armée djiboutienne, dans l'armée djiboutienne, et pendant 3 ans, j'ai sillonné le désert avec des chameaux. J'ai fait toutes les interventions dont vous avez parlé en Afrique de l'Ouest. Il est sûr que sur le plan de l'expérience, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup sur son métier, on apprend beaucoup et encore plus sur les peuples qu'on rencontre. Et cela peut être réinvesti par l'armée elle-même, par le corps d'armée soi-même, par justement l'ensemble de l'armée française. Bien sûr, parce que je crois que plus les officiers qui ont fait ce type d'intervention ont engrangé une expérience qui est fondamentale pour pouvoir intervenir dans des zones aussi difficiles que celles du Sahel. C'est l'expérience. Et c'est vrai qu'il y a toute une génération d'officiers qui ont fait ces opérations extérieures, et de sous-officiers, c'est pareil aussi, qui font des carrières longues, qui sont bourrés d'expérience. Pardon ? Oui, une petite remarque générale. Daphné Benoît. Pour compléter ce que vous dites, moi je vois aussi 2 choses importantes sur justement ces projections en opération extérieure. À la fois, c'est un argument de recrutement, parce que c'est quelque chose qui attire les nouvelles recrues de partir en OPEX. C'est quelque chose de très valorisé, et les armées recrutent énormément en ce moment, donc ça c'est quelque chose de fondamental. Et puis aussi, il y a l'aspect industriel, puisqu'on peut labelliser finalement nos équipements, combat proven, prouvé au combat, et ça peut aider aux exports aussi. Merci à tous les 4. Merci à vous, Bruno Clément-Bollet, d'avoir été avec nous au téléphone depuis l'Afrique. Merci. Et donc, je rappelle votre tribune dans Le Monde, justement, sur cette intervention française Barkhane au Sahel. Merci, Daphné Benoît, d'être venue en tant que correspondante défense de l'AFP. Merci à vous, Gérard Prunier. On pourra se reporter à tous vos livres sur vos travaux africains en tant qu'historien. Et merci à vous, Grégory Daho. On peut lire certains de vos articles, justement, sur ces interventions sur les sites, les très bons sites justement d'articles universitaires comme Cairn ou comme Percé ou Revue.org qui s'appelle maintenant Open Edition. Puis je rappelle le livre qui s'intitule Des vies pour la France, OPEX, une histoire des opérations extérieures depuis 1963. C'était le tour du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baye, Hugo Boursier et Louise André. À la vidéo YouTube Diego Ac Lopez, à la technique Alexandre Dang et à la réalisation Anna Bui.